Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Jusqu'ici dans cette série, on a déjà vu plusieurs manières d'essayer d'aller vers Dieu. Avec le Kalam, on partait du commencement. Avec la contingence, on partait de l'idée qu'il faudrait une explication ultime. Et enfin avec l'argument ontologique, on parlait d'un concept. Ici, on va encore changer d'angle. Cette fois, on ne part ni du début de l'univers, ni d'une définition de Dieu. On part de la manière dont le monde est physiquement structuré. Et c'est important parce que l'argument du fine-tuning, c'est-à-dire le réglage fin, est probablement l'un des arguments théistes contemporains les plus impressionnants. Pas parce qu'il sonne bien ou qu'il ferait peur, mais parce qu'il donne l'impression que la physique elle-même pousse vers quelque chose comme une hypothèse de design. Et encore une fois, pas forcément directement vers le dieu théiste, mais au moins vers cette idée. Peut-être que le réel n'est pas simplement tombé comme ça. Le but ici n'est pas de balayer l'argument d'un revers de main, mais plutôt de ne pas se laisser hypnotiser par celui-ci. Le but ici c'est de comprendre ce qu'on appelle exactement réglage fin, voir à quoi ressemble une version sérieuse de l'argument aujourd'hui, et enfin voir pourquoi même cette version sérieuse reste philosophiquement plus fragile qu'elle n'en a l'air. Quand on entend réglage fin, on peut très vite se raconter la mauvaise histoire. Ce n'est pas l'idée que l'univers serait parfait. Ce n'est pas non plus l'idée qu'il aurait été fabriqué spécialement pour l'être humain. Et ce n'est pas juste une manière poétique de dire que le cosmos est beau. Dans nos meilleurs modèles physiques actuels, certaines constantes fondamentales et certaines conditions initiales semblent devoir rester dans des plages assez étroites pour permettre des étoiles durables, une chimie riche, des éléments lourds, des structures stables, et à terme quelque chose comme la vie. Quand on parle de fine-tuning, on pense par exemple à la constante cosmologique, à la force nucléaire forte, ou à certains équilibres qui conditionnent la stabilité des étoiles et la formation d'éléments complexes. Pas besoin ici d'entrer dans les détails techniques. Le point, c'est simplement celui-ci. Dans certains cadres physiques, de petites variations semblent avoir de très grandes conséquences. Il faut donc ici distinguer trois niveaux. D'abord, on a le niveau descriptif, c'est-à-dire que dans certains modèles, certains paramètres paraissent très sensibles à la variation. Ensuite, on a le niveau probabiliste. Est-ce qu'on a le droit de dire que cette zone n'est pas seulement petite, mais réellement improbable ? Et enfin, on a le niveau théologique. Même si c'était improbable, est-ce que cela favorise vraiment Dieu et comment ? Finalement, ces trois niveaux sont liés, mais ce ne sont pas les mêmes questions. Le fine-tuning, ce n'est pas encore Dieu. C'est d'abord l'idée qu'un univers compatible avec la complexité physique requise par la vie pourrait occuper une région très spéciale dans certains cadres physiques. Imagine une pâte à pain. Tu peux changer un peu l'eau, un peu la farine, un peu le sel, mais si tu rates complètement certaines proportions, tu n'as plus une pâte qui prend, qui lève et qui tient. Tu as juste quelque chose de raté. Donc l'idée, c'est que l'univers ressemble peut-être davantage à ça qu'à un système où presque n'importe quel réglage ferait l'affaire. Évidemment, la comparaison a vite ses limites. Dans une cuisine, tu peux recommencer 100 fois. Pour l'univers, a priori, non. On n'a pas une étagère de cosmos ratée à côté d'une autre. Donc tout le raisonnement repose sur des modèles physiques, des équations, et sur ce qu'on pense pouvoir faire varier sans raconter n'importe quoi. Autrement dit, on n'est pas seulement dans la physique, on est déjà dans la philosophie de la physique. Le fine-tuning impressionne parce qu'il touche une intuition très simple. Quand un système a l'air très sensible, très étroit, très contraint, tu te dis assez naturellement que tomber pile ici, ça commence à demander une explication. La meilleure version contemporaine de l'argument part exactement de là. Elle ne dit pas que Dieu est démontré, mais elle dit quelque chose de plus sobre. Un univers comme le nôtre paraît moins surprenant sous une hypothèse de design que sous l'hypothèse d'un seul univers, naturel sans intention directrice. Et ça change déjà beaucoup de choses. Parce que le débat n'est pas entre Dieu et absolument tout ce qui n'est pas Dieu, il porte souvent sur une comparaison plus ciblée. D'un côté, un seul univers naturel sans agent intentionnel qui le règle, et de l'autre une hypothèse de design. C'est cette comparaison précise qui porte l'argument. Et pour la formuler proprement, on emploie souvent un terme un peu technique, bayésien. Donc le bayésianisme, c'est un mot qui peut impressionner, mais l'idée de base est simple. Raisonner de manière bayésienne, ce n'est pas demander est-ce que cette hypothèse est prouvée une bonne fois pour toutes, c'est plutôt se demander ce que j'observe. Est-ce que ça va davantage dans le sens de l'hypothèse A ou l'hypothèse B ? Autrement dit, tu n'essaies pas de transformer un indice en preuve définitive. Tu essaies de voir quelle histoire rend le mieux compte de ce que tu observes. Et là, il faut garder deux choses en tête. La première, c'est qu'une donnée peut favoriser une hypothèse sans suffire à la rendre très probable au final. Il faut aussi tenir compte de ce que tu trouvais déjà plausible au départ. Si dès le début une hypothèse te paraît très coûteuse ou très tirée par les cheveux, il faudra beaucoup d'évidence pour la faire remonter. La deuxième chose,
et ici elle est cruciale, c'est que pour comparer deux hypothèses, il faut vraiment comparer les deux côtés. Pas seulement dire à quel point ce que je vois serait improbable si le naturalisme était vrai, mais aussi à quel point ce que je vois serait attendu si le théisme était vrai. Et là, on change déjà de terrain. Du côté naturaliste, on essaie de raisonner à partir de modèles, de paramètres et de distributions. Et du côté théiste, on commence à faire des hypothèses sur ce qu'un dieu voudrait probablement créer. Imagine une situation très simple. Tu rentres chez toi, et le sol de l'entrée est mouillé. Tu peux envisager plusieurs hypothèses. Il a plu et quelqu'un est rentré avec des chaussures mouillées, ou bien quelqu'un a renversé un seau d'eau. Le sol mouillé ne prouve pas qu'il a plu, mais il peut quand même favoriser cette hypothèse si un sol mouillé est plus attendu quand il pleut que quand quelqu'un renverse un seau. Maintenant, ajoute un détail. Tu sais qu'une canalisation fuit souvent chez toi. Dans ce cas, le sol mouillé ne joue plus du tout le même rôle. Ce n'est plus un indice neuf, c'est presque devenu une routine. C'est ce genre de complications qu'on a dans le débat sur le fine-tuning, parce qu'on parle ici d'une donnée qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire le fait que notre univers soit compatible avec notre existence, mais on n'a pas découvert hier matin que nous existions dans un univers compatible avec la vie. C'est ce qu'on appelle le problème de la old evidence, ou l'ancienne évidence en français. Autrement dit, même si une donnée peut soutenir une hypothèse, il faut encore demander comment elle la soutient, dans quel contexte elle arrive, et par rapport à quelles hypothèses précises. Dans notre cas, les deux vraies questions sont donc les suivantes. À quel point un univers comme le nôtre est-il inattendu sous l'hypothèse d'un seul univers naturel ? Et à quel point est-il vraiment attendu sous l'hypothèse théiste, si l'on réfléchit sérieusement à ce qu'un dieu voudrait probablement faire ? Si on veut être honnête, il faut prendre une des meilleures versions disponibles. Une version qui essaie de respecter à la fois la physique et la logique. Donc à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler ? Elle ne prétend pas explorer tout ce que le réel aurait pu être au sens métaphysique absolu, elle fait quelque chose de plus modeste mais de plus sérieux. Elle va prendre nos meilleures théories physiques. Elle fait varier certaines constantes fondamentales et certaines conditions initiales. Puis elle demande si des univers compatibles avec la vie reviennent souvent ou non. Et l'idée défendue, c'est que non. Pas souvent en tout cas. Peut-être même très rarement si on reste à l'intérieur de ces modèles. Mais dire qu'une région compatible avec la vie est petite dans un modèle, ce n'est pas encore dire automatiquement qu'un univers comme le nôtre est globalement très improbable. Pour passer de l'un à l'autre, il faut encore une manière de mesurer l'espace des possibilités dans le modèle, également une justification de ce qu'on fait varier et de ce qu'on laisse fixe, et également une raison de penser que cette façon de compter est la bonne. Autrement dit, il faut distinguer la petitesse d'une région dans un cadre donné, la probabilité qu'on lui assigne avec une certaine règle de comptage, et la conclusion métaphysique lourde qu'on veut ensuite tirer de tout ça. Mais une petite cible ne suffit pas à elle seule à montrer qu'on n'avait presque aucune chance de tomber dessus. Imagine une grande carte avec une minuscule zone rouge. Dire « la zone rouge est petite » ne suffit pas encore à dire qu'on n'avait presque aucune chance de tomber dessus, parce que tout dépend de la manière dont les points sont distribués sur la carte. Si les points tombent uniformément partout, une petite zone compte peu, mais si pour une raison ou pour une autre les points ont justement tendance à se concentrer là, la petitesse visuelle ne suffit plus. Le vrai problème n'est donc pas seulement la taille de la cible, mais plutôt la règle selon laquelle on remplit la carte. À ce stade, beaucoup de réponses toutes faites deviennent trop faibles. D'abord, le principe anthropique. Celui-ci va rappeler une chose vraie, si des observateurs existent, ils ne peuvent observer qu'un univers compatible avec leur existence. Très bien, mais ça ne suffit pas à fermer le dossier. Nous n'observons que des univers observables pour nous, et la prétention explicative. Est-ce que cela explique vraiment pourquoi l'univers tombe dans cette zone plutôt qu'une autre ? Si je te dis « c'est incroyable, je suis sur une planète respirable », tu peux répondre « évidemment, sinon tu ne serais pas là pour le constater ». C'est une bonne correction, mais ce n'est pas encore une explication complète de pourquoi cette planète existe, ni de pourquoi elle a ses caractéristiques. Ensuite, on a le multivers. Donc encore une fois, une réponse rapide dirait que le multivers règle tout. Et là encore, ce n'est pas si simple. Le multivers peut être une hypothèse sérieuse dans certains cadres cosmologiques. Mais dire il y a peut-être plein d'univers ne suffit pas. Il faut encore demander comment les paramètres sont distribués, ce qui varie réellement, et selon quelle mesure. Et enfin, on a la négation pure et simple, dire que tout ça est inventé, qu'il n'y a pas de vrai problème, ce n'est pas une bonne critique non plus. Et le fine-tuning n'est pas une pure illusion rhétorique. La bonne question, ce n'est pas est-ce que le phénomène existe, mais plutôt qu'est-ce qu'on a vraiment le droit d'en conclure. La stratégie moderne du fine-tuning est plutôt intelligente, mais elle a une limite. Quand on fait varier des constantes dans nos meilleurs modèles actuels, on reste à l'intérieur d'un cadre déjà très particulier et c'est légitime. C'est même aujourd'hui la seule manière sérieuse de travailler. Mais on ne parle plus de tout le possible au sens large. On parle d'une variation locale à l'intérieur de la physique que nous connaissons déjà.
Autrement dit, on regarde là où nos théories éclairent bien. Mais ça ne veut pas dire que tout le réel possible se réduit à cette zone éclairée. Imagine un immense pays. Tu as une carte extrêmement détaillée d'une seule région. Cette carte est excellente, mais tu n'as pas encore le droit de conclure que tout le pays ressemble à cette région. Ici, c'est pareil. Une question légitime pourrait être de dire si, est-ce que dans ce modèle-là, cette région est spéciale? Le problème commence quand on fait porter à cette question locale un point métaphysique énorme, comme si elle parlait de tout le possible en général. Quand les défenseurs du fine-tuning parlent de probabilité, il faut demander tout de suite probabilité de quoi exactement? Des valeurs de certains paramètres dans un modèle physique donné? Ou de tout ce que le réel aurait pu être? Des valeurs de certains paramètres dans un modèle physique donné? Ou de tout ce que le réel aurait pu être au sens métaphysique fort? Ce n'est pas la même chose. Un outil probabiliste utilisé à l'intérieur d'une théorie physique ne devient pas automatiquement une probabilité globale sur tout ce qui aurait pu exister. Un bon calcul dans une théorie n'est pas encore une loterie cosmique générale. Si tu veux un autre exemple, une appli météo peut te dire qu'il y a 80% de chances de pluie demain. Très bien, mais elle ne t'a pas donné la probabilité de tous les climats possibles de la Terre depuis toujours. Elle travaille dans un cadre précis avec certaines données et à une certaine échelle. Pour le fine-tuning, c'est pareil. Tu peux avoir un raisonnement probabiliste sérieux dans un modèle, sans avoir encore la probabilité métaphysique globale de ce qu'un seul univers naturel pouvait être. Et c'est souvent là que je trouve que l'argument va un peu trop vite. On passe de « dans nos modèles, les zones compatibles avec la vie ont l'air très petites » à « donc l'hypothèse d'un seul univers naturel attend presque certainement un univers mort ». Ce deuxième pas est beaucoup plus lourd que le premier. Il n'est pas forcément impossible en principe, mais il demande bien plus que ce que les modèles donnent directement. Et là je voudrais pointer une difficulté centrale. Côté hypothèse d'un seul univers naturel, on demande beaucoup de modèles, de mesures, de distributions, de contraintes de calcul, très bien. Mais côté théisme, qu'est-ce qu'on demande exactement? Pour que le fine-tuning fonctionne vraiment comme argument bayésien, il ne suffit pas de dire que Dieu existe. Il y a encore d'autres choses à présupposer, comme par exemple, si Dieu existe, alors il n'est pas très improbable qu'il crée un univers compatible avec la vie, peut-être même avec de la vie consciente comme la nôtre. Et là, on a déjà quitté la physique. On est dans une hypothèse sur les intentions probables d'un agent transcendant. Autrement dit, d'un côté on chiffre, et de l'autre on suppose qu'un dieu aurait probablement voulu quelque chose comme ça. Ce n'est pas absurde en soi pour un théiste, mais ce n'est pas symétrique. Autre exemple, imagine une enquête. Pour un suspect, tu as des empreintes, des horaires, des caméras, des messages. Pour l'autre, on te dit surtout « oui, mais ça lui ressemble, il aurait eu une bonne raison de faire ça ». La deuxième hypothèse n'est pas forcément folle, mais elle n'a pas le même niveau de contrainte. Elle laisse beaucoup plus de marge d'interprétation. Et dans le fine-tuning, on retrouve souvent cette dissymétrie. L'hypothèse d'un seul univers naturel doit se laisser mesurer durement, au moins à l'intérieur des modèles. Le théisme, lui, entre avec une grande flexibilité sur ce que Dieu aurait pu vouloir. Donc même si tu accordes qu'il y a une vraie pression explicative, tu n'es pas encore forcé d'aller vers Dieu. Une pression explicative ne suffit pas à fabriquer une transcendance. Au mieux, elle impose une comparaison de cadres, et dans cette comparaison, l'un des cadres est souvent beaucoup plus précis que l'autre. Mais il y a encore un niveau plus profond que ça. Quand on parle de fine-tuning, on parle de quoi exactement? De constantes dans des équations? De lois qui gouvernent réellement le monde comme code cosmique? De simples descriptions générales des régularités observées? Ou d'une structure mathématique plus fondamentale encore? Selon la réponse, le même mot de réglage change déjà de sens. Et ce n'est pas un détail technique, c'est vraiment le cœur du problème. Si les lois sont comprises comme des structures qui gouvernent le réel, alors l'image d'un réglage cosmique paraît plus naturelle. On imagine presque un tableau de bord métaphysique où l'on va régler des constantes. Mais si les lois sont plutôt comprises comme les meilleures descriptions générales de ce qui se passe de fait, alors cette image devient déjà beaucoup moins évidente. On ne règle rien avant le monde, mais on résume plutôt après coup les régularités du monde. Donc avant de parler de réglage, il faut déjà savoir s'il y a vraiment quelque chose comme un panneau de réglage. Imagine le code de la route et la circulation réelle par exemple. Le code décrit, encadre, simplifie, mais il n'est pas le flux réel des voitures. Pour les lois de la nature, la question est semblable. Est-ce qu'elles gouvernent vraiment comme un code qui impose ce qui doit arriver? Ou est-ce qu'elles résument au mieux ce qui se passe comme un manuel qui décrit des régularités? Et selon la réponse, l'argument du fine-tuning ne raconte déjà plus la même histoire. Si tu es plutôt du côté où les lois résument des faits bruts, l'intention d'un réglage intentionnel perd déjà une partie de sa force.
Alors, qu'est-ce qu'on a au bout de tout ça? Pas un faux problème, le fine-tuning n'est pas un faux problème, et ce n'est pas non plus une preuve de Dieu. Ce n'est pas une machine démonstrative qui t'oblige à croire. Ce qu'on a, c'est un dossier réel mais profondément comparatif. Oui, certaines caractéristiques de notre univers paraissent très sensibles à la variation dans certains cadres physiques. Oui, on peut formuler ce dossier d'une manière beaucoup plus sérieuse que dans la vulgarisation religieuse habituelle. Mais non, cela ne force pas du tout la conclusion théiste. Pourquoi? Parce qu'entre le constat physique et la conclusion métaphysique, il y a encore un choix d'espace des possibilités qu'on prend au sérieux, un choix de mesure, donc une manière de compter ces possibilités, un choix sur ce qu'on compare vraiment, une certaine idée des lois de la nature, et la difficulté de la hold evidence. Et on a également une hypothèse non triviale sur ce qu'un dieu voudrait probablement créer s'il existait. En résumé, pour moi, le fine-tuning n'est ni un non-problème, ni une preuve, mais c'est plutôt un point de rencontre entre la cosmologie, la philosophie des probabilités, et la métaphysique des lois et les théories de l'explication. Et dans un cadre comme le mien, plutôt naturaliste et non théiste, la conclusion reste assez simple. Une pression explicative, même forte, ne donne pas à elle seule le droit de sauter vers une transcendance agente. Elle ouvre un problème, mais elle n'impose pas encore la solution. Pour conclure, je dirais que cet argument est très intéressant justement parce qu'il ne laisse pas la philosophie tranquille. Il oblige à préciser ce qu'on entend par la possibilité, par la loi, le hasard, l'explication, la probabilité. Et à ce niveau-là, on sort du simple slogan que l'univers est trop bien réglé pour être un hasard. On entre dans un vrai travail philosophique. Et au fond, c'est aussi pour ça que cet argument mérite mieux qu'un slogan en retour. Il ne s'agit pas de dire que Dieu est prouvé, ni encore circuler, y a rien à voir. Entre les deux, il y a un vrai problème philosophique, et c'est précisément là qu'il faut le penser. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.